Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 25 avril 2025. Alors aujourd'hui, on va voir quelques matières premières, les actions toujours qui donnent leurs résultats sur le CAC 40, quelques grosses variations du jour aussi avec des nouvelles à chaque fois, et les actions qui vous intéressent. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer par les matières premières. Le Brent, il n'y a rien de nouveau, donc on va pas en parler plus que ça. On est toujours entre les 60 et les 80, autour des 66. RAS à ce niveau-là. Un petit point sur le cacao qui est pas loin de confirmer sa nouvelle poussée haussière. Donc on a vu une belle réaction ici autour du support et de la moyenne à 200, ça repart. Peut-être, et pour le café, c'est un peu plus fort parce que le rebond, il a été assez fort et on voit que c'est en train de casser aujourd'hui sur le café. Donc pour continuer aussi la tendance, là on n'est même pas allé sur la moyenne à 200, donc on a eu une petite phase ici, on le voit de consolidation, et puis le gros rebond notamment sur le 9 avril, qui confirme certainement un prix des récoltes encore qui devrait être haussier. Un petit point sur le cuivre, c'est comme le Brent, il n'y a pas vraiment de nouveauté depuis le début de la semaine, on a fait le rebond, depuis notamment le 7 avril. Rien de nouveau à ce stade, on a toujours aussi des petites incertitudes sur le climat économique, donc ça n'aide pas. Mais si on a des bonnes nouvelles, un peu plus de croissance et puis plus d'accords sur les taxes douanières, c'est certainement un métal et les actions aussi qui sont reliées à ce métal qui pourraient en profiter. Donc plutôt observer et voir les réactions qu'on aura sur le marché, notamment sur les annonces de Trump. Le palladium et le platine, ça aussi c'est intéressant, c'est un peu comme le cuivre. On voit des tendances de congestion se former. Alors on a eu des tentatives de départ et puis dernièrement baisse de la croissance américaine plus les taxes douanières, ça fait que ça part pas. Mais une fois passé, je pense ces périodes-là, c'est quelque chose qui doit décoller. Le palladium, ça fait des mois, même plus d'un an qu'on est sur les mêmes niveaux et on perd rien. On est arrivé à un point bas, la chute du prix du palladium n'existe plus et on n'attend plus que les réactions. On en a déjà eu quelques-unes, ça nous permet de noter notamment les rebonds, les niveaux techniques à dépasser à nouveau, mais ça devrait se faire donc sur des fortes réactions qu'on pourrait avoir sur un dépassement d'environ 6 à 7% par rapport au cours du jour. Le platine, c'est la même chose, on a cette grande phase de consolidation, mais finalement, depuis ici, mais c'est même encore plus long. Juillet 2022, ça ne baisse plus, c'est constamment racheté, donc ce qu'on attend, c'est le redémarrage. Et puis un petit point sur l'or. Toujours haussier, moyen-long terme. À court terme, forcément, on a tapé les plus hauts, on a dépassé je crois qu'on a dépassé les 3500. 3500,08. Donc on a juste été les chercher. On baisse un petit peu, mais finalement pas beaucoup. On voit qu'on n'est même pas encore revenu sur la moyenne à 20, donc toujours haussier sur l'or. Là aussi, avec les incertitudes politiques, ça pourrait le conforter. Là où il pourra avoir du mal, c'est peut-être si le dollar revient bien. On sait que le dollar, un dollar fort n'aide pas forcément l'or, même si aujourd'hui on est plutôt dans quelque chose d'inverse. On va chercher beaucoup plus d'or que de la dette en dollars. Mais si ça revient, si ça arrive, on aura certainement des prises de bénéfices peut-être un peu plus fortes. Et puis on recherchera plus de performance, plus de risques, donc plus d'actions et moins d'or. Actuellement, c'est un peu la panique, donc on va chercher plutôt les valeurs refuges. L'or qui offre un rendement plutôt intéressant et encore plus ces dernières semaines. L'argent, un peu corrélé aussi à la santé économique, au cuivre, au palladium, etc. C'est plutôt un matériau comme ça. Donc là aussi, les bons signes économiques devraient le faire repartir. Pour l'instant, on est plutôt en attente, mais on voit que le rebond a été fort et qu'il n'y a pas de raison de le voir aller plus bas, comme sur le palladium, le cuivre, etc. Donc les niveaux autour de 29, 29,30 pour l'argent, c'est plutôt des niveaux support. Et enfin, l'uranium qui confirme le beau rebond. On l'avait anticipé depuis 2 jours ici, l'uranium avec le gap haussier, la confirmation aujourd'hui, et on revient sur ces niveaux-là qui nous intéressent ici sur le URAX 979, c'était le plus bas. On avait cassé, c'était un peu inquiétant, mais finalement le retour
assez rapide hein, au-dessus de ces niveaux-là, avec un gap haussier, nous redonne plutôt confiance hein, pour la fin de la chute. Alors là aussi, ce sera pas une reprise en V, mais plutôt intéressant de retrouver l'uranium ici, qui peut-être signifie la fin de la baisse de l'uranium. Là aussi, il y a peut-être des ETF uranium intéressants à prendre sur le court terme. Sur le moyen long terme, on est toujours largement haussier hein, sur l'uranium. Donc même maintenant, hein, pour jouer quelque chose à horizon, allez, rentrée 2025, fin d'année 2025, début 2026, c'est certainement intéressant pour l'uranium. Le CAC 40, alors pas mal de résultats hein, aujourd'hui encore. On va pas toutes les faire. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, ou selon moi, hein, même si tout est pas passionnant. Il n'y a pas eu de gros écarts, notamment, hein, de grosses surprises. On va voir juste le CAC 40 qui fait plus 0,4 et qui essaye hein, de revenir ici sur sa moyenne à 200. Et finalement, oui, des résultats. Alors là, c'était un peu mieux quand même ces derniers jours par rapport à mercredi notamment. Donc plutôt des résultats corrects. Et une petite tentative de repasser hein, autour de la moyenne à 200, c'est ce qu'on disait, c'est les 7006 à passer. Donc on verra la semaine prochaine. Mais là, effectivement, on n'est pas loin, donc plutôt positif sur la plupart des résultats, pas tous. Mais ça reste plutôt bien orienté pour faire quoi, le travail entre les 7006 et les 8000 en gros, mais qui vont descendre pour surtout les 7008 hein, pour recasser à la hausse. Là aussi, il faudra que ça se calme niveau taxation, niveau douane, mais c'est en train de se faire hein, partout. Même les Chinois qui avaient haussé un peu le ton avec les États-Unis sont déjà en train de réduire. On va le voir notamment avec Safran. Donc des taxes douanières, ça ne profite à personne et c'est se tirer une balle dans le pied. Donc finalement, hein, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur des niveaux d'avant annonce de taxes. Et je pense que ça devrait repartir pour les plus forts, les mieux placés notamment, sauf certains qui ont quelques problèmes notamment. Et on va en reparler. Edenred, grosse chute sur Edenred, moins 16%. Alors on sait hein, qu'il y a une refonte au niveau national qui devrait être votée cet été notamment. Alors on est autour des 4-5% hein, sur les plafonnements de commission. Donc c'est ce chiffre-là qui peut éventuellement faire peur, notamment s'il est abaissé assez fortement. Et donc on attend un peu plus de visibilité, hein, tout simplement, sur la législation. Et puis là, dernièrement, le Brésil a annoncé hein, une refonte complète de son système avec des paiements directs. Donc ça serait un gros coup dur pour les opérateurs comme Edenred de tickets restaurants notamment, et d'aide aux salariés. Ils ont plus de 10% hein, d'affaires au Brésil, Edenred. Donc ça les touche aussi, et beaucoup. Peut-être un peu trop, mais c'est une mauvaise nouvelle qui vient en plus des soucis qu'on a au niveau national. Je pense que si on a des bonnes nouvelles avec la législation, ça repartira fort, parce que là, par rapport aux soucis brésiliens, 16% c'est un peu gros. On aurait pu baisser de 5 à 10%, mais au-delà des 10%, ça me semble quand même assez important. Il y a toujours la dette aussi qui est un peu forte sur Edenred. Et puis finalement, on revient sur les plus bas. Donc à voir la semaine prochaine comment on réagit. Mais on a peut-être aussi été un peu excessif. Hein, donc je serais pas surpris de revoir le titre finalement sur les 28, puis VGT hein, sur les 27, 28, 29, en attendant tranquillement l'été et plus d'annonces, notamment de la législation française. Mais oui, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, et Pluxee a fait la même chose. Hein. Pluxee qui a perdu aussi, alors 8% pour eux, ils doivent être un peu moins impactés par le Brésil, mais c'est quand même important. Et c'est toujours aussi une valeur à surveiller selon moi. C'est peut-être un peu sévère ce que nous a fait le marché aujourd'hui.
Accor qui a annoncé des résultats plutôt bons, hein. Alors je les ai pas détaillés ici, mais on retrouve un cours avec un petit gap sur résultat autour de la moyenne de 200, toujours en consolidation, mais ça pourrait repartir, hein, si tout le marché va plutôt bien, on pourrait casser et donc retrouver Accor, passer cette période un peu taxe, panique, où on a eu grosse baisse, gros rebond, donc finalement on a effacé toute la panique sur beaucoup d'actions, c'est le même principe, hein. Grosse baisse, gros rebond, on se retrouve là, donc finalement la tendance elle est où? Elle est toujours en consolidation depuis plusieurs semaines, et est-ce qu'on va sortir de cette consolidation? Bah, c'est ce qu'il faut regarder. Et si ça se passe, si effectivement on sort de cette consolidation par le haut, notamment sur Accor, mais sur plein d'actions c'est pareil, on peut le faire sur Accor, et qu'on a quelque chose comme ça avec une cassure, hein, des 44 et un retour au-delà des 45 euros. 44,6. On va faire 45 pour arrondir. Donc oui, là on aura un signal. Quel signal? Bah, la consolidation est terminée et puis on se retrouve au-dessus de la plupart des moyennes. Donc ça, c'est toujours plutôt bon. Et c'est ça qu'il faut attendre, surveiller et acheter si on veut rentrer sur Accor avec un minimum de risque. Saint-Gobain qui fait plus 4 aussi, là c'est pareil, hein, on le voit. Hein, les actions pourtant pas du même secteur, mais qui sont pareillement impactées par le contexte un peu politique. Notamment et douanier, donc là on a vu la grosse chute, le rebond, on est également au-dessus de la moyenne à 200, on n'est pas loin de casser l'oblique de correction, donc là aussi c'est intéressant. Et sur Saint-Gobain, je crois que j'avais quelque chose, hop. Chiffre d'affaires de 11 milliards 78, alors en légère baisse, hein, par rapport aux données du même trimestre l'année dernière, et l'objectif pour 2025, une marge d'exploitation supérieure à 11. Alors c'est le secteur, hein, qui est pas énorme pour ça, et une bonne performance opérationnelle. Donc finalement pas grand chose de nouveau sur Saint-Gobain. Le petit effet là, a permis certainement à pas mal de sous les 84, c'était intéressant d'acheter, mais finalement on revient sur des niveaux plutôt normaux, pas forcément peu cher aujourd'hui, ni trop cher, donc neutre sur Saint-Gobain qui a donné des signaux intéressants, la construction aussi qui reprend, mais elle reprend pas dans un momentum très fort, on n'est pas non plus dans une période un peu catastrophique comme on a connu ces derniers jours, donc on va rester neutre sur Saint-Gobain, et surtout surveiller les 91, qui semblent être peut-être un support intéressant si on les tient, et duquel on pourrait repartir. Safran aussi, alors là aussi, petit gap sur résultat. Hop, qu'est-ce qu'ils ont fait Safran? Je les ai ici. La Chine, exemple, certaines importations américaines de droits de douane. Safran et GE notamment, hein, qui produisent des moteurs pour Boeing et Airbus et Comac. Hein, Comac c'est le chinois. Donc 131 produits, la Chine décide d'accorder des exemptions de droits de douane à l'importation, notamment donc pour les moteurs, les trains d'atterrissage, les nacelles, etc. Donc c'est ce qu'on disait en début de vidéo. Ça sert à finalement personne de mettre des taxes trop élevées, quasiment un embargo, parce que vous vous tirez une balle dans le pied et les États-Unis l'ont bien compris, hein, donc ils sont déjà en train de faire des accords. La Chine aussi qui avait annoncé, hein, en mesure de rétorsion, pareil, des taxes à plus de, je crois que c'était 125%. C'est pareil, elle est déjà en train de négocier parce qu'elle voit que finalement c'est elle qui va se punir directement. Donc elle essaye de garder la face comme les États-Unis en disant on garde des taxes importantes, mais on va faire quand même des petits accords pour certains produits. Et comme par hasard, c'est les produits qui sont essentiels au pays. Donc pour les États-Unis, ça a été les produits technologiques. Pour la Chine, c'est notamment les produits en rapport avec l'aviation. Et finalement, il va y avoir des accords avec tout le monde parce que tous les pays n'ont pas une souveraineté dans tous les secteurs, donc ils sont obligés de commercer avec les autres. Donc ça va finalement se remettre comme ce qu'on avait il y a quelques semaines, hein, ces accords commerciaux. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une croissance un peu plus forte que prévu, notamment.
et un chiffre d'affaires à 7 milliards 257 en hausse de 13%. Donc c'est plutôt intéressant. Hein. 13% de hausse sur Safran. Donc là aussi, toujours en période de consolidation. Et ce qu'on attend, bah, c'est la confirmation durant les semaines ou la semaine à venir hein, pour continuer cette hausse. Mais là aussi, on est toujours plutôt favorable et haussier sur Safran. Qu'est-ce que j'avais d'autre? On va regarder Carrefour qui fait un peu peur. Là, c'est la vente à découvert sur Carrefour et on voit que depuis quelques jours, boum, on est passé de... Alors, début de l'année, on était à 0,5. Mois de mars, on était à 1%. Et là, on est à 3% et demi du capital vendu à découvert. Donc, ça commence à faire beaucoup. Là, autour des 1%, c'est pas trop inquiétant. Mais quand on commence à aller au-delà, on peut se poser des questions. Beaucoup de ventes à découvert sur Carrefour qui n'ont pas été rachetées suite aux résultats. Et on peut regarder Carrefour qui avait notamment comblé son gap hein, dernièrement, qui arrive quand même sur une résistance assez forte. Alors, suivre la vente à découvert la semaine prochaine, hein, s'il n'y a pas de rachat, parce que là, on a eu les résultats. La réaction du marché est plutôt, on va dire, neutre. Ça pourrait annoncer quand même la continuation de la baisse sur Carrefour. C'est pas très favorable, donc plutôt négatif et à surveiller Carrefour. Il y avait également Vision Group hein, qui donnait ses résultats plutôt intéressants. Sur Vision Group, on le voit, 232 millions. Alors, comme beaucoup, hein, le dernier trimestre 2024 était très intéressant, on fait un peu moins bien. Surtout, ce qu'on va regarder, c'est ce qui s'est passé par rapport à il y a un an, premier trimestre 2024, 177 millions. Donc là, on fait 232, c'est beaucoup plus important. On le sait, hein, il y a des contrats, notamment avec Walmart, pour équiper tous les grands magasins Walmart aux États-Unis. Elle a récemment signé aussi des contrats avec des pays européens pour, alors je crois que c'est Dr Max, pour pareil, hein, équiper les enseignes d'étiquettes électroniques, donc qui permettent de mieux gérer les stocks, qui permettent de mieux cibler aussi les achats et éventuellement les promotions, les stocks, etc. Donc c'est intéressant pour pas mal d'enseignes hein, de vente. Et Vision Group, elle est en pleine expansion, on le voit, hein, 150 millions, 200 millions, 250 et puis 300 au dernier trimestre. Donc là, on fait 232. Mais ça continue de progresser. Alors on a eu une petite... alors le PER est négatif parce qu'il y a eu des ventes notamment, hein, pas des ventes, des coûts un peu supplémentaires au dernier semestre qui ont impacté le résultat net. Donc résultat net négatif, mais des chiffres d'affaires notamment qui continuent de croître, donc toujours en hausse. Et puis il n'y a pas vraiment de panique, on le voit, il n'y a pas plus de ventes à découvert sur le titre. Donc a priori, on ne devrait pas avoir de soucis sur Vision Group. On surveillera quand même, hein, notamment la dette qui n'a pas explosé non plus. Voilà, donc c'est plutôt positif toujours hein, ce qu'on a sur Vision Group. Et donc les résultats qui ont été annoncés, gap haussier à résultat, puis un peu vendu. Dernièrement, bah, on est toujours sur les mêmes niveaux. Hein. On a fait un petit échec sur le plus haut à 213. Maintenant, là, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'on rend, combien de temps va durer la baisse post-résultat. Mais la tendance, elle est quand même plutôt bien forte, hein, plutôt dynamique. Alors même si ça revient, on le voit, hein, sur les 160, 180, c'est plutôt favorable pour la suite encore, je pense. Donc Vision Group, moi je suis dessus, toujours favorable. Et voilà, on avait aussi Edenred, Saint-Gobain. On avait un peu tout fait là. On va regarder les valeurs qui vous intéressent. Alors juste avant, on le fera après. Les valeurs abonnées avec notamment 2 CRSI. Une entreprise
de serveurs notamment. Donc là, ça a été aussi impacté hein, par le report un peu des data centers et de toutes les technologies qui ont eu un peu de mal. Là, dernièrement, les technologies qui se reprennent un peu, donc de CRSI revient, mais finalement, il se passe rien. Hein. On attendait un gros démarrage, notamment depuis la fin de l'année 2024. On a eu ce redémarrage pour dépasser le plus haut ici, alors pas le plus haut historique, hein, parce qu'on était bien plus haut avant, mais le plus haut court terme des 5,16. On est allé sur les 5,43 et puis derrière on rend tout, notamment avec les problèmes hein, de data center et de serveurs. Le gap ici est toujours pas comblé, mais on est toujours dans la figure. Donc pas grand chose de nouveau. Ça devrait repartir avec les techs et puis on a parlé des résultats d'Alphabet hein, qui étaient plutôt encourageants. Donc je pense que on pourra capitaliser là-dessus pour améliorer hein, les cours, notamment sur les technologiques et les valeurs qui les suivent, comme de CRSI, comme Legrand ou autres. Aegon, donc l'assureur, c'est pas terrible parce que donc on était en phase de conso, on casse un peu fortement, on revient. Alors oui, on revient, mais on a quand même une période assez longue de progression. Donc au bout d'un moment, là on va avoir des ratios certainement un peu importants hein, sur des valeurs comme ça. Et on monte pas éternellement. À un moment, il y a forcément des réactions. Là, la réaction forte, on l'a eu sur les marchés avec les droits de douane, etc., où on a tout vendu. Donc c'est pas forcément une réaction propre à Aegon et à son secteur. Mais je pense qu'on risque d'avoir quand même quelques prises de bénéfices importantes. Donc, à surveiller la force de ce rebond. Est-ce qu'on est capable de revenir, par exemple, sur les 6? Auquel cas, oui, on aurait un rebond assez fort et on serait plutôt favorable. Tout ce qui va se passer sous les 6 euros, je serais plutôt prudent sur cette valeur. D'autant qu'on a fait, hein, on le voit, le gap baissier ici. Jamais comblé entre le 19 et le 20 février. Donc, attention, il fait vraiment une zone à revenir hein, sur les 6. J'avais Vinci aussi à regarder. Les résultats sur Vinci ont été plutôt corrects sans être exceptionnels. Hein, 16 milliards 320 millions. Et le premier trimestre 2024, on était à 15 milliards 7. Donc on a amélioré un peu, mais on le voit par rapport à d'autres trimestres, notamment des 18 milliards. Hein, c'est pas exceptionnel. Donc sur Vinci, on va aller regarder rapidement. Sur Vinci, ça reste... Ah, j'ai pas refait les graphes. Parce qu'il y a eu du dividende. Et donc, hop, tout est à refaire. On va faire ça rapidement, on va pas tout refaire. Toujours positif sur Vinci. Mais oui, les résultats corrects, mais sans plus. Donc, on connaît hein, l'impact de Vinci qui est très porté sur l'Europe, un peu les États-Unis aussi. Sa capacité aussi à générer pas mal de relais de croissance hors ses métiers d'origine. Alors, on a la construction, on a les concessions. Dernièrement, on a l'énergie. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est un style un peu hybride. Donc toujours positif hein, sur Vinci. Là aussi on le voit par rapport à d'autres actions. C'est ça qu'on peut noter, c'est la force du rebond. Et on a eu cette grosse baisse hein, avec le 7 avril, le rebond, et on voit que sur certaines actions on est encore bien plus bas. Bah, sur Vinci on dépasse hein, l'avant panique un peu sur les taxes et on va taper des plus hauts. Donc ça nous donne quand même une indication sur le dynamisme de l'action et puis son cours potentiel hein, sur le moyen terme. Donc là, on est plutôt largement favorable sur Vinci. Mais on est sur les plus hauts. Donc, on va plutôt éviter d'investir hein, sur ces niveaux-là, même si les résultats ont été corrects. On attendra plutôt un retour. Par contre, oui, si on est dessus, il faut rester et accompagner le titre encore pendant quelques jours ou quelques semaines. On se voit qu'on n'est pas loin des 70 au niveau RSI, où on pourra, une fois qu'on les a dépassés,
avoir une dernière flambée sur les prix avant une continuation. Donc c'est ça qu'on peut jouer, hein, si on est capable de dépasser les 70 RSI, commencer à monter les stops et puis attendre les prises de bénéfices un peu plus fortes. Et on le voit sur Aegon, on n'a pas réussi à revenir ici, ni même sur les plus hauts. Air Liquide. Air Liquide aussi, hein, alors ce qui est intéressant sur Air Liquide, c'est qu'ils ne sont pas trop cycliques. Donc ils ont quand même beaucoup de chiffre d'affaires récurrents et il y a peu d'achats qui sont sur les gaz industriels. C'est moins soumis quand même à la santé, je pense, et à la cyclicité de l'économie, donc plutôt toujours favorable. C'est défensif, ça fait pas des merveilles, mais c'est plutôt intéressant. Alors là, on a eu un bon prix d'achat, hein, avec la panique. Le rebond, on le voit aussi, qui est plutôt fort, plutôt intéressant. Là aussi, toujours favorable sur Air Liquide, même si on l'avait dit ici, un signal d'achat autour des 160, 162. On monte déjà sur les 178, mais on est toujours favorable, hein, pour le moyen long terme sur cette valeur. On l'a dit souvent. Eutelsat, alors spéculatif, Eutelsat, c'est cette zone-là, hein, autour de la moyenne à 200, autour des 350, qu'il faut, je pense, acheter. On le voit au niveau de la MACD. On est revenu sur la ligne des zéros, on n'est pas loin de repartir. Pour l'instant, on attend certainement des bonnes nouvelles, avec des signatures de contrats, avec l'Allemagne et l'Italie notamment. On a eu quelques pics. Le pic à 10, hein, purement spéculatif, ceux d'après aussi, mais le cours il est peut-être certainement beaucoup plus bas, même peut-être plus bas qu'actuellement, mais il va y avoir des nouveaux contrats, il va y avoir des nouvelles rentrées d'argent, une restructuration de Telsat et aussi de la spéculation, donc ça devrait continuer, je pense, et tant qu'on tient, hein, ces niveaux-là, au-delà des 3 en gros, entre 3 3,50, on peut espérer toujours une flambée du prix et une explosion sur ce secteur-là, un secteur communication, mais en relation avec la défense. Donc c'est quelque chose de spéculatif à jouer pour faire ce genre de chandelier très fort, hein, pendant une journée ou 2 ou 3, et puis après vendre assez rapidement. Gopher, c'est assez inquiétant quand même. On le voit depuis un moment. Alors on avait un plus haut ici au mois de juin 2024. Éventuellement, on avait ces supports, hein, qui permettaient au titre de repartir, et finalement on l'a cassé. On n'a jamais pu redémarrer, notamment au mois de mars. On va chercher la résistance, enfin le support à 19 qui devient résistance maintenant. Donc on est en dessous de tout, hein, sur Gopher, il n'y a pas grand chose à faire. Éventuellement, si on veut se réintéresser à la valeur, c'est le jour où elle repasse les 19. Donc il faudrait s'intéresser probablement ici, hein, si on est capable de rebondir, de casser les 19, l'oblique, et ici peut-être acheter Aiko. C'est plus ce qu'est fait Aiko. Entreprise dans la transition digitale et médias. Alors oui, le graphique est pas mal. Alors on voit ce gros gap baissier dans une tendance baissière, notamment au mois de janvier 2024. Le support atteint au mois de mars 2024 et les rebonds sur support au mois de décembre 2024. Donc là, on a un beau support à 2,38 et puis le début de retournement avec notamment des signaux intéressants. Le gros gap haussier ici, est-ce qu'il a été comblé? Je crois pas. Pour quelques centimes, il existe encore. Donc on a le gap haussier ici. On a le retour sur des anciens plus hauts, notamment les 3,17. Donc on va dépasser. Donc là, avec cette séquence-là, on signale probablement un potentiel retournement et puis des volumes. Beaucoup de volumes. Derrière, forcément, c'est vendu, mais on rebondit dessus. Donc oui, c'est plutôt intéressant, Aiko, pour avoir un retournement long terme, et on sent qu'il est en train de probablement aussi de se matérialiser. Donc hop, comme ça, en gros. Donc plutôt favorable pour revenir, hein, sur la zone de gap à 3,54 à moyen terme. Mara Holding, donc c'est Marathon Digital, en relation évidemment avec le Bitcoin. Donc c'est une valeur qui mine du Bitcoin, mais également qui en achète, qui produit aussi, qui a une part de production d'électricité pour miner le Bitcoin. Donc elle a un business model plutôt favorable et intéressant.
Elle avait fait pas mal d'investissements dernièrement, hein, ce qui avait expliqué la baisse par rapport aux cryptos, parce qu'elle avait investi beaucoup pour se développer encore plus, pour accumuler encore plus de Bitcoin. Donc, ça avait impacté notamment les marges et puis pas mal de ratios comme ça, donc forcément ça avait été un peu vendu, mais ça devrait lui permettre d'avoir une capacité plus importante à acheter et à générer des bitcoins. Donc plutôt favorable pour le long terme. Ça c'était, je crois, fin d'année dernière. Un petit point sur le bitcoin. On l'avait dit depuis quelques jours, hein, c'est en train de partir et c'est le cas, on l'a vu lundi. Mardi aussi, gros chandelier, et puis là, des belles progressions avec des mèches basses. C'est un peu ce qu'elle avait fait ici, hein, avec des gros chandeliers, 1, 2, 3 jours, et puis un peu de conso sur les mêmes niveaux, et puis on continue la tendance qu'on a faite. Donc on peut espérer toujours, hein, pourquoi pas un retour sur les 110 000, voire plus, sur le Bitcoin, donc favorable à court terme. Sur le moyen long terme, il est toujours favorable aussi. Il y a beaucoup d'ETF, hein, adossé au Bitcoin. Et donc Marathon Digital, on va dézoomer un peu, qui paye à court terme ses investissements, mais qui devrait en récolter les fruits à venir. Donc là aussi, plus le cours du Bitcoin sera intéressant, plus elle devra en profiter. Et puis surtout sur les chiffres, hein, qui seront annoncés, les trimestriels ou les semestriels. Je ne sais pas si elle communique tous les 3 mois ou pas, mais il devrait être amélioré par notamment les investissements qui ont été faits et qui ont été assez coûteux. Donc là aussi, on est plutôt favorable, hein, sur Marathon Digital. Et à court terme, on revient aussi sur une ancienne zone de gap qui avait déjà été comblée, mais les 13,7, on a vu du rebond notamment, hein, fin 2024. On l'avait un peu enfoncé ici, mais le retour du Bitcoin lui permet de repasser au-dessus. Donc, alors c'est pas un momentum très fort pour le moment, mais ça pourrait le devenir. QT Group en Finlande, spécialisé dans le développement de solutions logicielles avancées. QT Group, c'est assez moyen. Ouais, cette tendance ici qui était plutôt favorable, hein, avec cette dynamique de grosses hausses de consolidation, de gros rebonds de consolidation. Et puis malheureusement, on le casse ici. Avec, alors le gap il n'existe plus, mais on a fait un gros gap baissier autour du 30 octobre. On arrive à le combler, ce gap, qui n'existe plus. La zone aussi n'existe plus, mais derrière on revient dessus et puis on casse un à un les supports. On casse les 67 aussi. C'est pas terrible ce que fait QT Group. Et dernièrement aussi, un gap. Alors qu'on avait fait une mèche basse sur la veille. Donc c'est assez important quand même de faire un gap comme ça. 12%. Et on n'arrive pas à combler le gap, donc moins 12. Et aujourd'hui on est à moins 2, plutôt largement négatif. Et des volumes très importants, hein, beaucoup plus importants que les derniers. Faut éviter. Ruby, toujours positif sur Ruby, hein, on l'avait dit, il n'y a pas trop de panique à avoir, autour des 25. On est largement haussier, et puis on a réussi pareil à casser, hein, les 27-30, l'ancienne zone de gap qui pourrait devenir un support intéressant, hein, sur Ruby. À moyen long terme, il est toujours plutôt favorable et on pense qu'on dépassera à nouveau les 31 sur Ruby, donc favorable, éventuellement des rachats à faire, hein, pourquoi pas, si on a une petite conso qui se fait à plus ou moins long terme. Hop, ici, hein, sur les 27, 30, mais on est favorable. Sword Group, hein, je crois que c'est une ESN aussi, les services informatiques, propose une gamme de services en développement de logiciels, gestion de données, IA, transformation et sécurité. Le graphe est relativement moyen, mais on peut quand même voir, alors depuis la grande baisse, il est quand même pertinent, hein, elle est pertinente cette oblique, même si on l'a dépassée, on voit que le cours va la suivre pour rebondir dessus ou pour faire des échecs, donc c'est une oblique assez intéressante. On voit les plus bas ici sur 28 qui ont été rachetés assez fortement, alors ça coïncide avec le 7 avril, mais
n'est pas revenu dessus par hasard et on rebondit. Donc ça, c'est plutôt favorable. Maintenant, on voit qu'il y a du travail. On avait notamment parlé des 33, je crois. Alors, on les a dépassés aujourd'hui, mais juste en mèche. Faudrait quand même s'investir un peu au-dessus, hein, notamment les 33, 35. On a les moyennes qui sont là. Parce qu'on est toujours dans un canal baissier important. Et le rebond, on l'a vu sur des valeurs en début de vidéo, le rebond un peu post-panique. Alors oui, celui-là, il est à peu près sur les mêmes niveaux. Mais on a des valeurs un peu plus fortes qui surperforment ce rebond. Donc, et puis là, on était dans une tendance avant déjà négatif et déjà dégradé. C'est pour ça que c'est pas forcément très rassurant. Donc et ouais, les ESN plutôt en mode observation. Mais je suis pas fan actuellement et j'ai pas de données très fortes techniquement qui me donnent envie de rentrer. Quand on voit les volumes ici, c'est des volumes quasiment sur plus haut. Derrière, on fait que vendre. Là, on y revient, mais on n'arrive pas à les dépasser, hein, cette zone-là. Donc, les 33, 34, tant qu'on est en dessous, attention, Vertive. Je me souviens plus ce qu'ils font, Vertive. Fourniture, technologie, infrastructure numérique. Alors, là aussi, on avait parlé de cette zone-là, hein. Les 100, 108, 109 sur laquelle il faut revenir. Et malheureusement, on n'y revient pas, hein. Cassure de moyenne à 200. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le support. On l'a même bien enfoncé, hein, le support. Alors oui, il y a eu un petit gap haussier, là, éventuellement. Mais derrière, il faut attendre parce que ça reste assez dégradé quand même dernièrement. Donc là aussi, on est dans une tendance négative. On le voit, gap baissier, cassure de moyenne à 200. Bon, début de réaction avec le petit gap haussier. Ça demande au moins un retour autour des 110 pour se réintéresser à Vertive, je pense, parce que sinon, si on n'a pas cette poussée rapide, on pourrait avoir la continuation du rebond et puis l'échec, hein, qui nous fait qu'il n'y a pas de grosse réaction. Et Voltalia, alors Voltalia, on la voit plutôt en long terme, hein. Quand on voit Voltalia en long terme, on se rend bien compte du scénario finalement de l'action. Là, quand on regarde comme ça, éventuellement, on peut se dire oui, mais là, on voit que ça a énormément baissé et que ça baisse plus trop depuis mars 2024. Donc ça fait un an. On y est revenu. La journée du 7 avril, on vient toucher, hein, le plus bas de mars 2024 sur les 6,82. On rebondit, mais la tendance, elle est toujours encore à la baisse et à la consolidation, à la dégradation plus. On arrive souvent à rebondir un petit peu, mais on le voit, hein, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. On a ce gap autour du 20 août qui existe toujours. Et moi, j'aimerais bien une réaction vraiment très forte, hein, pour sortir de Voltalia, pour se réintéresser. Alors, c'est une petite valeur qui est éventuellement opéable. C'est ça l'intérêt, je pense, de Voltalia. C'est qu'elle intéresse à un gros qui nous fasse une OPA et puis éventuellement un retrait de la cote et qui nous mette un prix intéressant. Mais généralement, les prix, c'est autour de 30%, hein, du cours. Alors, des fois, c'est un peu plus, un peu moins. S'il y a une OPA, peut-être, ouais, sur les 10. Mais il y a éventuellement que ça à jouer actuellement, hein, parce que sinon, pour jouer quelque chose autre que OPA, il faudra avoir un travail ici, une cassure d'oblique, un travail autour des 8, et puis un début de continuation. Et puis ça s'achète éventuellement. Là, c'est trop tendre, et on peut continuer à dégrader la tendance, d'autant que c'est une petite valeur qui a peut-être un manque de trésorerie. Donc éventuellement des augmentations de capital à venir, donc plutôt inquiétant. Et il faut plutôt acheter les bonnes nouvelles ou les retournements qui se font avec des volumes assez forts. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Bon trade, à plus.